À ce webinaire, donc je me présente vite fait, je suis Maxence Mendes, je dirige Octopus Lab, on travaille sur la qualité d'air intérieur et on fait partie de FIMEA, donc Fédération des acteurs de la qualité d'air. Et du coup, on s'occupe de l'antenne nord de FIMEA et on fait des missions comme ça de vulgarisation, de retour d'expérience, de communication autour de la qualité d'air. Et on essaie de faire un webinaire tous les 2 mois pour parler de différents sujets. Donc celui-là, on va parler de mesures, de quelles mesures pour les besoins de qualité d'air intérieur. On va vous parler spécifiquement des purificateurs d'air. On fera un deuxième acte peut-être plutôt sur la mesure. Enfin voilà, essayer de dérouler un peu ça, ce qui ne pouvait pas se faire en juste 1 heure. Donc, j'arrive pas à changer de slide. Hop là. Ok. Comme chaque bol d'air, on essaie de faire ça en 3 temps. J'essaye de faire une introduction, quelque chose d'assez général, moi ou un autre membre de FIMEA qui est plus spécialiste que moi du sujet. 2 interventions de Technor. Donc FIMEA, c'est dans sa définition la fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique. Donc en gros, c'est une fédération d'acteurs professionnels qui travaillent sur la qualité d'air. On a passé les 100 membres très récemment. Il y a donc essentiellement des entreprises, il y a quelques institutions publiques qui sont membres à titre de membres associés. Donc il y a des associations de surveillance de qualité d'air, il y a par exemple l'IMT, l'île Douai, qui est plutôt un organisme de recherche et d'enseignement. Enfin voilà, mais le gros du travail, c'est l'écosystème de professionnels de la qualité d'air, d'entreprises qui se sont fédérés. Donc ils se fédèrent pour parler, enfin on se fédère pour parler d'une seule voix de qualité d'air intérieure ou extérieure, donc de tout et de plus généralement des sujets de santé environnementale. Ça nous donne une présence au Conseil national de l'air, à l'Observatoire de la qualité d'air intérieur et dans d'autres, on va dire, institutions ou organismes qui permettent d'avancer sur les sujets de qualité d'air. Depuis quelques temps, FIMEA se décline en antenne locale. Du coup, avec Laurent Bonnière qui a parlé tout à l'heure et quelques autres, on anime FIMEA Nord. Donc FIMEA Nord, c'est la même chose que FIMEA, mais avec une action un peu plus locale pour que FIMEA ne soit pas juste une antenne parisienne et un relais uniquement parisien. Donc FIMEA Nord, on essaie de collaborer avec Atmo Hauts-de-France, par exemple, sur le Lab RECA, qui est un concours de sujets innovants ou d'initiatives pour la qualité d'air. Je faisais partie du jury il y a un mois pour promouvoir ces initiatives et pour les accompagner. On organise des événements comme les bols d'air pour porter le message de FIMEA et on essaye de mettre en lien des besoins sur la région avec des acteurs de FIMEA qui peuvent être en région ou pas en région pour faire vivre l'écosystème. Pour parler un tout petit peu plus de FIMEA, FIMEA c'est aussi des actions de formation. Ça participe à la formation ventiliste qui est en train de se mettre en place, à des qualifications. Il y a des groupes de travail internes qui sont donc des membres de FIMEA qui mettent à disposition du temps de travail, mais au bénéfice de la communauté. Donc il y a un GT sur la qualification des processus d'épuration d'air. Il y a un groupe de travail sur la qualification des microcapteurs, il y a un groupe de travail sur la labellisation des environnements intérieurs, et au fur et à mesure il y avait un groupe de travail Covid aussi, que j'ai pas nommé là. Enfin voilà, il y a plusieurs groupes de travail qui se créent à l'initiative des membres et qui se ferment quand le travail est terminé. FIMEA organise ou participe activement à des conférences, il y a des FIMEAL, il y a Atmosphère, il y a des newsletters internes ou externes qui sont rédigées. Donc la newsletter interne, c'est au bénéfice des membres, donc ça leur fait une veille des sujets réglementaires ou des initiatives en cours et des choses comme ça, et des newsletters externes pour les gens qui s'intéressent à la qualité d'air. Ça sert à faire de la collaboration entre membres de FIMEA
il y a des initiatives sur des salons professionnels à prendre des stands en commun. Il y a des initiatives à travailler avec Business France pour faire de l'export des spécificités de la qualité de l'air, des métiers de la qualité de l'air en France vers l'étranger. On a une belle communauté, une belle expertise en France comparée à d'autres pays dans le monde sur les sujets de qualité d'air. Et c'est un sujet sur lequel la France peut s'exporter parce qu'on a des compétences assez particulières. Donc du coup, FIEMEA aide à regrouper ça et à faire ça avec un peu plus de force commerciale. Donc aujourd'hui, on va parler de purification d'air. Donc moi, je vais introduire le sujet et ensuite laisser 20 minutes à Jean-Louis et 20 minutes à Frédéric pour en parler. Voilà, je vais redéfinir un petit peu tout ça. Épuration d'air, purification d'air, je vais dire les deux termes de façon indifférente, hein. Le but, c'est d'éliminer de l'air intérieur un ou des polluants. Quand je dis un ou des polluants, c'est voilà, on entend que les purificateurs n'ont pas tous la même action sur les mêmes espèces. L'idée est de retirer ce polluant de l'air intérieur sans renouveler l'air de la pièce. C'est ce qui le différencie de la ventilation, c'est qu'on n'est pas là pour juste faire un échange d'air entre un espace et un autre, mais qu'on est là pour faire une boucle interne et retirer ce polluant. Voilà. Donc les sujets principaux, quand on va parler de purification, c'est quel polluant on souhaite éliminer, par quel procédé, quelle technologie et pour quels usages. Donc je vais essayer de définir de très grosses masses. Après, Frédéric rentrera un peu plus dans le sujet. Jean-Louis Roubati parlera un peu plus de choses spécifiques à la purification d'air appliquée au Covid. Moi, je vais faire des grandes généralités et expliquer un petit peu ce que fait le groupe de travail épuration au sein de FIMEA. Donc, quel polluant on souhaite éliminer? Bon, globalement, j'ai essayé de trier ça de façon assez simple. On va parler des polluants particulaires, donc les particules fines de toute taille, hein, PM1, PM2,5, PM10, les particules ultra fines aussi. Donc en fonction du besoin et de la typologie de bâtiment, on peut avoir des classes de filtres ou des technologies qui sont plus adaptées que d'autres. J'ai mis les pollens, les poussières qui sont globalement des particules mais très grosses. Les copies ARN du Covid sont contenues dans des gouttelettes de salive expirées par les gens. Je vais trier ça dans des polluants particuliers. C'est du vivant, mais ça reste une particule à traiter. On peut vouloir purifier des polluants gazeux, donc composés organiques volatiles, de façon non sélective, ou le formaldéhyde de façon sélective si on a une techno pour faire ça. Il y a des techniques pour aussi piéger l'ozone et d'autres oxydants quand il y a le besoin de le faire. On peut piéger du CO2 pour des raisons plus ou moins pointues. On aurait envie de dire qu'on a envie d'éliminer parce qu'il n'y a pas de raison d'accepter d'en respirer. Cela dit, derrière, il y a une contrainte coût, il y a une contrainte technologique, il y a tout un tas de contraintes qui fait que, en fonction de l'environnement, du public accueilli dans le bâtiment, on va accepter plus ou moins de filtrer certains polluants et pas d'autres. Donc du coup, derrière, ça ramène à la question des procédés de purification. Qu'est-ce qui existe communément comme procédé de purification d'air? Alors j'ai essayé de... Voilà, je ne suis pas exhaustif, hein, mais j'ai essayé de trier ça en quelques catégories. La filtration particulière, c'est ce qu'il y a de plus commun. C'est de la filtration mécanique, c'est votre filtre à air de voiture, c'est les filtres qu'il y a dans les centrales de traitement d'air des bâtiments tertiaires ou des doubles flux dans les logements qui en sont équipés. Voilà, c'est du colmatage d'un média filtrant qui permet de retenir des particules plus ou moins grosses en fonction des propriétés de ce filtre. C'est basique, mais ça fonctionne. Derrière, ça permet de filtrer des particules, pas des gaz. Pour filtrer des particules, il y a d'autres techniques qui existent. J'en ai listé quelques-unes en dessous. Il y a de l'ionisation. Il y a des sociétés qui utilisent cette techno-là. On va émettre des ions chargés électriquement dans l'air qui vont se greffer sur des particules et qui vont, par électrostaticité, faire déposer les particules sur les surfaces. Donc là, la particule, elle n'est pas contenue dans un filtre qui est inconsommable et qui va être jeté, mais la particule retombe au sol. Donc ensuite, charge à quelqu'un de nettoyer ce sol pour que la particule soit éliminée aussi des surfaces.
Donc on comprend déjà que ces technos-là, elles ont des procédés différents et des résultats différents. La qualité de l'air est améliorée dans les deux cas, mais ce qui en résulte est différent et l'action suivante est différente. L'électrofiltration, c'est aussi donner une charge électrostatique à une particule, mais ça se fait au sein d'un épurateur d'air. Parce qu'on va mettre une grande tension entre deux plaques, on va mettre une tension électrique très forte qui va avoir la propriété de charger des particules et de les déposer. Mais du coup, on ne va pas mettre 10 000 volts au sein d'une pièce, on le fait au sein d'un électrofiltre, et donc ça se fait au sein d'un épurateur. Donc là, ça reste différent de l'ionisation parce que la particule, elle est piégée au sein du purificateur d'air, même si la technique utilisée reste de donner une charge électrostatique à la particule. Donc voilà, je ne rentre pas dans les détails de tout ça, c'est juste pour refaire un petit topo. La photocatalyse, c'est permettre à des surfaces d'éliminer des polluants par une réaction entre de la lumière, un matériau dopé et des polluants qui vont rentrer en contact avec la surface et avoir une réaction d'oxydation à cette surface. C'est adapté aux gazeux. On peut dégrader des polluants gazeux, on peut aussi les irradier avec des lampes UVC. Donc c'est des UV durs, hein, qui n'est pas question d'avoir, comment dire, de regarder, mais qui permettent de dégrader les polluants par photolyse. Donc ça va casser les liaisons moléculaires et ça va les dégrader et ça va permettre de les éliminer vers l'intérieur, mais ça fait des coproduits. Ensuite, il y a de la filtration moléculaire ou de la sorption moléculaire. Ça permet de collecter des polluants sur des surfaces par des matériaux absorbants. Donc, c'est des techniques pour les polluants gazeux qui sont utilisées en fonction des besoins. Donc, ça me vient à la question des usages. Donc, on purifie l'air pour différentes raisons, pour différents usages. On peut avoir envie de purifier l'air dans son propre logement. On le fait dans des bâtiments tertiaires. Typiquement, maintenant, on le fait dans les écoles, dans certaines régions, et à plus ou moins forte densité. On le fait dans le milieu hospitalier parce qu'il y a des normes dans les blocs opératoires. On le fait dans la restauration. Par exemple, dans la restauration, on va le faire pour éliminer des odeurs désagréables de cuisson, des choses comme ça. On peut le faire dans des habitacles de véhicules. Il y a certains fabricants de voitures qui le proposent maintenant. On peut le faire dans l'ISS. Si on a une station spatiale internationale, ça peut être intéressant. Donc, l'idée de ça, c'est comment dans l'ISS, on va éliminer le CO2 exhalé par les astronautes et en reproduire du dioxygène. Il y a des startups aux US qui ont repris cette techno-là et qui absorbent du CO2 sur des médias absorbants qui sont venus de la NASA et qui permettent par la suite, du coup, de refaire plus de recirculation d'air et d'avoir une performance énergétique plus forte parce qu'on amène moins de l'air de l'extérieur, parce qu'on a aussi piégé le CO2. Bref, c'est un exemple hyper pointu, mais c'est tout. Ça montre la diversité des cas d'usage de la purification d'air. Mais derrière un très grand nombre de cas d'usage, ça veut dire qu'il y a beaucoup de besoins différents et il peut y avoir aussi des technos adaptés plus ou moins bien aux besoins qu'il y a derrière. Donc la question des besoins, c'est pourquoi on veut purifier de l'air? Nécessairement pour assainir l'air, ça paraît être le pur bon sens. Il y a réduire les odeurs, j'en ai un petit peu parlé. Mais il y a aussi des technos qui servent juste à brasser de l'air et qui sont juste une techno, on va dire, un peu greenwashing qu'il y a derrière. Typiquement, une Tesla qui purifie l'air extérieur, c'est juste un gadget greenwashing de Tesla. Tesla fait plein de trucs pour la qualité d'air, hein, notamment parce qu'il n'y a pas de moteur thermique. Mais par contre, la fonction purification d'air de la Tesla, c'est pas ça qui va changer le monde. Voilà. Mais peu importe, hein, c'est pas une critique de Tesla, ça reste juste un sujet de dire est-ce que ça purifie vraiment l'air, est-ce que ça a une action? C'est quand même ce qu'on essaye de qualifier ici. Donc, j'ai listé un petit peu ce que le groupe de travail épuration de FIMEA et on va dire quelques indices qui servent à qualifier pourquoi une purification d'air est adaptée aux besoins et les questions que vous devez vous poser si vous avez envie de qualifier ça. C'est notamment quel est le volume d'air traité par heure de votre purificateur que vous envisagez d'acheter ou vous utilisez par rapport au volume de la pièce à traiter. Nécessairement, un purificateur d'air qui peut traiter 1 mètre cube d'air toutes les heures, alors qu'on a mis ça dans un amphithéâtre qui fait 500 mètres cubes, on sent vite qu'on ne va pas pouvoir y faire grand-chose.
et qu'on est juste en train de décoper un bateau qui coule avec une petite cuillère. Les polluants traités, est-ce qu'ils sont adaptés à votre besoin? Si vous êtes dans une salle blanche, le besoin n'est pas le même que dans une salle de classe et le besoin n'est pas le même que dans une cuisine d'un McDo. Donc ce sujet-là, il est hyper important de qualifier ça. Il y a des purificateurs qui traitent un très grand nombre de polluants parce que les technos sont empilés les unes sur les autres. Et il y a des polluants qui sont vraiment spécifiques à un besoin qui doit être qualifié. L'efficacité de la technologie, elle a besoin d'être éprouvée aussi, et l'innocuité du procédé de purification aussi. Il y a des procédés de purification qui servent à des qui sont utiles dans certains cas, mais qui produisent des coproduits ou qui produisent des polluants autres qu'on a plus ou moins envie d'avoir dans notre bâtiment. Alors, le travail du GT épuration chez Fimea, il met quatre grandes, on va dire quatre grands thèmes dans son protocole d'évaluation. Il y a notamment une norme US qui s'appelle la CADR, qui est le Clean Air Delivery Rate, qui veut dire globalement le débit d'air propre que peut délivrer l'appareil par heure, quoi. Donc, globalement, ça vous permet de qualifier la quantité d'air à apporter propre par l'appareil, et il faut que ce CADR soit adapté à la taille de votre bâtiment, et voilà. Donc là, une signalétique sur les polluants éliminés pour que de façon simple, on sache ce à quoi ce purificateur d'air est adapté. La génération de coproduits ou pas, et la puissance acoustique. Alors, la puissance acoustique, c'est globalement un purificateur d'air quand il a un ventilateur à l'intérieur pour pouvoir apporter de l'air à nettoyer et ressortir de l'air propre. Un ventilateur, ça fait du bruit, et nécessairement, il faut en tenir compte pour que l'usage soit adapté aussi au bâtiment et pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Alors, pardon, j'ai fait le slide à l'envers. Juste, du coup, les mises en garde qu'il y a derrière ça, c'est qu'actuellement, il y a quand même un effet d'opportunité par le Covid et un manque de réglementation ou de qualification des purificateurs qui peut avoir des risques. Il y a des purificateurs qui génèrent des polluants, typiquement projet ADEME sur lequel je travaillais de 2012 à 2015 pour simuler un pic de polluants à l'ozone, qui est un pic de polluants saisonniers. On a acheté un purificateur d'air dans le commerce qui nous avait été conseillé par le CSTB. Donc on a quand même utilisé un purificateur pour générer un pic de pollution. Ça pose question. Il y a des purificateurs d'air qui ont une efficacité proche de zéro. Il y a des plantes qui ne dépolluent pas et qui sont comme des plantes dépolluantes. Et il y a des efficacités au débit de fonctionnement annoncées par le fabricant qui peuvent être atteints seulement au compromis d'avoir 90 décibels dans la pièce. Donc voilà, si on vous dit qu'on peut traiter 200 mètres cubes par heure par un purificateur d'air, mais qu'en fait ça se fait en acceptant d'avoir 100 décibels de bruit dans la pièce en plus, et bien clairement, vous n'allez pas le faire fonctionner comme ça. Donc, une fois que vous l'avez acheté, vous allez utiliser un débit qui est moindre et vous allez avoir une efficacité qui est moindre parce que du coup, l'achat est raté. Donc, ça veut dire que pour les plantes, il faut avoir une pièce qui ressemble au bâtiment de Jumanji. Donc, ça veut dire globalement la moitié de votre pièce remplie de terre et de plantes pour avoir une efficacité qui est avérée. Donc, c'est un projet ADEME qui le montre. Donc, globalement, une pièce avec 2,80 m plafond, vous mettez 1,40 m de terre, vous mettez des plantes, et ensuite vous marchez sur vos 1,40 m de terre, il vous reste 1,40 m de plafond, mais là, vous avez une qualité d'air qui peut être acceptable. Les purificateurs d'air qui sont des petits morceaux de feutrine de 10 cm avec 20 g de charbon actif au sein d'une pièce, ça ne purifie pas l'air. Clairement, ça permettra juste de faire une jolie déco dans votre bâtiment. Mais en aucun cas, il y a un volume d'air suffisant qui va aller traverser de son plein gré ce petit morceau de feutrine et de charbon actif qui va vous permettre de purifier l'air. Donc réellement, on essaye de faire attention à ce genre de dérives-là qui ont l'air sympas, qui sont vendus sur Amazon pour 15 balles, mais qui ne vont pas vous purifier l'air. Alors je sais qu'il n'y a pas grand monde au sein de ce séminaire qui va se faire avoir par ça, mais n'empêche que ça reste commercialisé et n'empêche qu'il y a des gens qui continuent de les acheter et qui vont finir juste par dire en fait ça sert à rien. Donc le message, ça reste quand même de faire gaffe à ça. Du coup, j'ai terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans le chat. On va laisser la parole aux intervenants et par la suite, on reviendra sur les questions si ça vous va.
Est-ce que le diaporama sera diffusé? Oui, aucun problème. Pouvez-vous répéter l'étude qui a permis d'évaluer l'efficacité de la végétation? Le projet s'appelle FITER. Je pourrais vous l'envoyer, Charles, par mail. C'est un projet qui a été financé par l'ADEME où des chercheurs qui ont mis des plantes dans une chambre environnementale. Ils y ont envoyé du benzène. Ils ont vu à quelle quantité était repris par la plante ou par le terreau. Et ensuite de ça, ils ont fait une étude d'échelle qui ont dit, bah, OK, quelle quantité on aurait besoin de mettre dans une pièce réelle avec un renouvellement d'air normal pour avoir un effet significatif. Et c'est là le moment où il y a besoin de mettre 40 à 50% du volume de la pièce rempli de terre et de plantes, quoi. Donc voilà, mais je vous enverrai ça sans problème. La présentation, elle peut être envoyée, bien sûr. Alors, je vais partager ça. Bonjour à tous, je suis Charles Roubati. On parlait à Alessandre Fibéa, j'en suis le président d'honneur pratiquement depuis le début. Et j'ai fait une carrière partagée entre l'université et l'industrie. Démarré à l'université, j'ai enseigné l'ingénierie de l'environnement à Lyon. Ensuite, j'ai passé 30 ans de ma vie dans l'industrie, à diriger de très grosses structures jusqu'à 600 personnes. Et puis, je suis revenu en fin de carrière à l'université, à Paris, toujours dans l'ingénierie de l'environnement et l'OLR. Pour prendre ma retraite, je suis encore actuellement professeur invité dans une université australienne à Victoria, parce que j'ai une épouse australienne. Voilà. Et membre du Haut Conseil de la santé publique. Je participe au GT Covid, de pratiquement tous les avis Covid qui nous concernent, dont on va parler aujourd'hui, j'ai participé. Je participe aussi aux divers avis relevant de la qualité de l'air, sur la formaldéhyde, sur les problèmes de meubles, d'air intérieur, etc. Diapo suivante. Alors, avant de parler de solutions, j'aimerais qu'on soit bien d'accord sur les modes de contamination. Diapo suivante. Alors, l'exposé est ciblé Covid. Hein. Quand on se met à parler, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est porteur asymptomatique, lorsque vous causez, lorsque vous chantez, lorsque vous criez, lorsque vous produisez des gouttelettes de toute taille, des petites et des grosses. Les grosses gouttelettes et relativement grosses gouttelettes ont un comportement favorable à la décantation, elles ont une taille suffisamment grande, elles peuvent décanter. D'autres, plus petites, vont partir dans l'atmosphère, et c'est ce qu'on va appeler les aérosols. Okay? Les gouttelettes décantables, je simplifie de manière très rapide le système. Hein. Les gouttelettes décantables, elles peuvent se déshydrater et produire des gouttelettes non décantables. Elles vont aussi contaminer les surfaces. Diapo suivante. Alors, dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe? Vous avez face à vous quelqu'un qui est asymptomatique, qui génère des gouttelettes et potentiellement contaminées. Eh bien, une partie, si vous vous trouvez face à cette personne, quelles que soient les conditions climatiques, quel que soit l'environnement où vous êtes, si la distance est courte, vous allez être contaminé directement parce que le vecteur vitesse favorisant le transfert des gouttelettes entre l'émetteur et vous, récepteur, prend le pli sur tout le reste. Hein. Même si vous êtes dans un environnement très ventilé ou un environnement très venteux, vous aurez toujours des gouttelettes qui peuvent partir de l'émetteur et aller vers le récepteur. Ce qui explique que lorsqu'on parlera de protection, de moyens de protection, on comprend très bien pourquoi il y a une certaine distance à avoir entre l'émetteur et le récepteur. C'est faire que le maximum de gouttelettes entre l'émetteur et le récepteur soit décante, soit se dilue, soit se disperse, pour faire que la concentration que l'on va inhaler, que le récepteur va inhaler, soit la plus faible possible. La plus faible possible. On ne connaît pas le seuil qu'il faudrait atteindre pour être tranquille, mais globalement, plus vous diluez un polluant, que le polluant s'appelle SARS-CoV-2 ou que le polluant s'appelle formaldéhyde, plus vous le diluez, plus vous serez
plus le risque est faible. Okay, alors, ne pas oublier d'autres modes de contamination. Ce qu'on appelle FOMIT, c'est les contaminations par contact. Hein. Vous touchez quelque chose, votre main, la peau de votre main est contaminée, vous mettez votre main sur la figure, vous frottez les yeux, et il y a des modes de contamination par les yeux, vous touchez le nez, etc. Donc, il y a d'autres formes de contamination, et là, ce n'est pas la filtration de l'air, voire le masque qui va jouer, c'est le lavage des mains. Hein. Donc, ensuite, il y a une contamination à longue distance qui, elle, vous toussez, vous respirez, vous produisez des particules non décantables dans une pièce. Eh bien, une personne située à 3, 4, 5 mètres peut se trouver contaminée quand la concentration finit par monter dans la pièce. Et on parlera là, c'est ce que vous voyez sur le transparent sur la droite, on parle de transmission par aérosol. J'ai mis 2 photos sur le transparent. Lorsqu'on essaye par des moyens physiques de mesurer le comportement de rendre visuel les aérosols et les gouttelettes, vous voyez la personne du bas, on voit beaucoup plus de gouttelettes qui sont émises, mais elles finissent, le vecteur vitesse, les quelques mètres par seconde, quand vous causez, quand vous criez, vous pouvez atteindre des gens qui sont à 1,50 m, 2 mètres, voire plus, directement, le cône de contamination atteindra directement cette personne. Diapo suivante. Là, vous avez un transparent qui est intéressant, qui utilise le Swiss Cheesecake, le système de James Reason, okay, pour se protéger. Face à un problème comme Covid, on ne peut pas gérer avec une seule technologie. Et on a sur l'image que vous avez à droite, on voit l'accumulation des moyens, et c'est une accumulation d'outils qui permettra de réduire, et plus on met d'outils, plus on réduira le risque Covid. Le première prévention primaire qu'il y a, c'est le vaccin. Hein. On en parle beaucoup, on voit la contamination baisser, et le vaccin joue un rôle non négligeable dans cette baisse de contamination. Ensuite, vous avez, ce sont des choses qui ne relèvent pas de l'individu. Vous avez la dissociation physique. Dès qu'on s'éloigne un tout petit peu d'une personne, hein, on aura le cône de contamination va conduire à une dilution avec la distance. Il y a toute la décantation qui se passe, mais aussi le cône finit par s'élargir. On a une dilution, donc dissociation physique. Vous avez le côté filtration de l'air, le côté ventilation, aération, ok, avant la filtration. Hein, j'aère de l'air, je fais rentrer 90, je dilue de 10 fois la quantité avec de l'air neuf, non contaminé, l'air de ma pièce, je vais réduire d'autant le risque de contamination. Donc tout ce qui est ventilation, aération joue un rôle important, et on aborde le problème souvent par la mesure du CO2 que vous allez peut-être avoir qui sera peut-être abordé lors d'un prochain séminaire de FIMEA. Okay, et ensuite, vous avez la filtration de l'air. C'est les moyens physiques qu'on va utiliser pour, après avoir ventilé, aéré, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de bloquer les particules contaminées, en l'occurrence, dans mon cas, SARS-CoV-2. Ensuite, il y a les outils individuels qui sont les outils que chaque personne peut utiliser plus ou moins bien. Vous avez l'hygiène des mains, on parlait tout à l'heure de contamination par FOMIT, donc la contamination des surfaces. Et vous avez l'utilisation du masque. Les performances du masque dépendant de masque, c'est sûr, mais aussi beaucoup de la façon dont le masque est porté et des fuites en périphérie du masque. Après, il y a une prévention plus secondaire, les tests, le contact tracing, l'isolement, suivi des symptômes, etc. Et puis, on accumule tout ça et on arrive à réduire de manière importante
la quantité de personnes hospitalisées et allant en soins intensifs. Donc, dans les ERP, comme je le disais, il est important de veiller à la distanciation, de veiller au renouvellement d'air, excusez-moi, et de prévoir des écrans, le cas échéant, entre les tables, entre les élèves dans une salle de classe, et de prévoir une filtration de l'air, comme je le rappellerai plus tard, ne se filtrez pas avec un volume de 5 molumètres. Diapo suivante. Alors, la démarche, quand on est face à un problème, il y a déjà l'aspect réglementaire. Ben, il faut toujours se rappeler de ce qui relève la réglementation. Donc, il y a le RSDT, j'en toucherai un tout petit mot juste après. Vous avez les avis du Haut Conseil de santé publique. Vous avez, pour certaines professions, des protocoles qui ont été rédigés entre la profession et le ministère qui joue le rôle de support à la profession. On a le cas de l'Éducation nationale. Donc, les services nationaux ont rédigé des protocoles, des règles qui sont à mettre en place dans les écoles primaires, secondaires, collèges, lycées et universités. Vous avez des protocoles relatifs au restaurant, par exemple. Okay, et ne pas oublier le bon sens pratique, les bonnes pratiques et le bon sens et le professionnalisme quand on est face à ce type de problème. Diapo suivante. Alors, je reviens aux bonnes pratiques et au bon sens, qui relèvent de nous tous. Il y a la qualité de l'air ne remplacera jamais les bonnes pratiques. Hein. Il faut ne pas oublier la distanciation. Vous avez vu que les recommandations du Haut Conseil, on est passé au début de 1 mètre, on s'est aligné sur les anglo-saxons qui suggèrent 6 pieds, donc globalement 2 mètres, pour réduire la contamination directe. Chaque fois qu'on peut, il faut s'éloigner. Hein. Lavage des mains, les masques, conditions qui sont bien utilisées, d'avoir des masques corrects, mais plus important encore, qu'ils soient bien portés, bien utilisés. Se boucher dans un mouchoir jetable, etc. Hein. Et une fois, si on n'a pas pu bloquer le virus au niveau à courte distance ou par des outils individuels, apporter de l'air frais neuf, éliminer le virus du bâtiment par infiltration, et le cas échéant, je reviens au masque, c'est utiliser le masque pour éviter non pas le out-in, mais non pas le in-out, mais le out-in, utiliser le masque dans le sens air extérieur vers air, de l'extérieur vers soi, même si c'est parfois un peu moins performant. Okay, et éviter les contaminations directes en modifiant si possible la circulation de l'air avec des écrans et des cloisons mobiles. C'est actuellement une approche très fortement développée en Allemagne autour des travaux d'universités comme Karlsruhe ou les travaux de professeur Keller à Munich. Et c'est sur ces travaux qui sont repris par les lenders dans l'aménagement, par exemple, des salles de classe. Okay, en complément de l'aération et en complément éventuellement des filtrations. Diapo suivante. Bon, le Haut Conseil, dans tout ça, bon, on émet des avis. On a émis près d'une centaine d'avis autour même plus de 100 avis autour de SARS-CoV-2, ok. Et dans ces avis, certains avis concernent directement l'aération et directement abordent le problème de filtration. Donc, renouvellement d'air, les masques et tout. Vous retrouvez dans plusieurs avis la position du Haut Conseil autour des sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, quand le Haut Conseil aborde, par exemple, les problèmes de filtration, on va auditionner, par exemple, le CSTB, le CETIA, REVA, des spécialistes de filtration, de renouvellement d'air, de VMC, etc. Diapo suivante. Alors, je passe vite sur le RSDT. Quand il y a une réglementation
quand des règles existent, donc il faut d'abord les appliquer. Une part importante, on s'est rendu compte au niveau du Haut Conseil que le RSDT était souvent pas suivi, et on a parfois rappelé qu'il fallait d'abord s'assurer que le bâtiment, l'ERP dont vous vous occupez, ou si vous êtes bureau d'études, si vous êtes ingénieur conseil, si vous équipez quelque part un bâtiment, il faut que d'abord se mette en conformité. Vérifier que l'on est en accord avec les règles départementales du RSDT, appliquées au bâtiment dont on a la charge. Il faut aussi vérifier que le code du travail est correctement appliqué. Okay. Diapo suivante. Hein? Alors, quand on applique le RSDT, on s'aperçoit que parfois, la jauge, le nombre de personnes dans la pièce, n'est pas tout à fait adapté au local où le RSDT a, dès le départ, prévu la jauge en disant on donne droit à tant de mètres cubes d'air par heure, par personne. Donc, il faut être certain que l'application du RSDT se fait correctement. Si on est sachant, et autour de la salle, face à moi, vous êtes plusieurs sachants, si vous devez d'abord vérifier que la réglementation s'applique correctement avant d'aborder même les problèmes avant d'aborder d'autres sujets, d'aller au-delà de ce que demande le RSDT. Le Haut Conseil, on est allé au-delà de ce que demande le RSDT. Diapo suivante. On va aborder maintenant quelques avis récents concernant la filtration et concernant le renouvellement d'air. Un des avis importants que vous retrouvez sur le site du Haut Conseil, c'est l'avis du 21 mai 2021 relatif au recours à des unités mobiles de purification de l'air dans le cadre de la maîtrise de la diffusion du SARS-CoV-2 dans l'espace clos. Okay. Donc, on a le point de vue du Haut Conseil, c'est qu'on doit d'abord se mettre à minima en conformité avec les règles en vigueur dans l'établissement où vous êtes. Okay. Ensuite, donc, il faut avoir une ventilation et donc un apport d'air neuf suffisant pour d'abord se mettre en conformité, mais aussi amener une dilution de la pollution en l'occurrence ici bactérienne ou virale, okay, amener à une dilution de la pollution suffisante par l'apport d'air neuf. Et si on parle de filtration, si cette ventilation fonctionnelle, ventilation n'est pas suffisante, hein, on pourra dans certains cas, on pourra prévoir des outils complémentaires, dont des outils de filtration. Hein. Diapo suivante. Alors, on est rentré un petit peu dans les détails. C'est ciblé SARS-CoV-2. Hein, okay. On a demandé à n'implanter que des unités mobiles de purification d'air, notre avis. Hein, par filtre, nous demandons d'utiliser des appareils de filtration, des appareils de purification par filtration sur filtre EPA H13 ou H14, hein, ou un taux de filtration équivalent en respectant les normes relatives aux filtres et les performances intrinsèques des appareils. Alors, pourquoi on s'est préoccupé de ça? On trouve dans le commerce des appareils qui ont la taille d'une boîte de chaussures et filtrant 500, 600, 1000, 1500 mètres cubes heure. Oublions même le bruit, parce que le bruit vous êtes infernal. Et on trouve dans des restaurants maintenant des petits filtres EPA qui ont la taille 10 sur 10 à peu près, qu'on pose sur une table, et le restaurateur dit je mets ce filtre sur la table, et l'air est filtré, et annonce à l'entrée que l'air va être correctement filtré avec un filtre aussi petit. Donc, il faut que toujours le filtre soit adapté, et Vincent disait tout à l'heure, au volume du local à traiter. On rappelle dans nos avis
que vous devez adapter votre équipement de filtration et de purification d'air au volume du local. Hein. Il faut adapter ça aux aérations et ventilations existantes. Quand vous avez un air qui rentre, quand il y a des ouvrants qui existent ou une ventilation mécanique et que vous rajoutez un équipement de filtration, il faut tenir compte des mouvements d'air dans la pièce en identifiant les flux d'air naturels ou forcés. Il faut prévoir un nombre d'appareils. Est-ce que je mets, je reviens au mot de Maxence tout à l'heure quand il parlait d'un filtre pour un grand amphi. Il faut combien d'appareils prévoir pour assurer une filtration suffisante dans le local. Nous avons, en nous référant aux publications de pays étrangers et de laboratoires, on demande à ce qu'il y ait un volume d'air filtré de 5 volumeurs, dans le minimum. Alors, les règles internationales, les bonnes pratiques semblent suggérer de se balader entre 5 et 8. Au-delà, on voit l'air de la pièce déstratifié et le gain n'est pas important. Donc, autour de 5 volumeurs, si possible, dans le calcul du nombre d'appareils, de la puissance des appareils. Il faut aussi tenir compte, lorsqu'on implante des appareils, à tous les obstacles qu'il va y avoir dans la pièce pour que la filtration ne soit pas localisée à proximité de l'appareil, qu'on n'ait pas une sorte de zone avec un air ultra propre à 2 mètres, 2 mètres 50 de l'appareil, et qu'on arrive à toucher une pièce plus importante. J'ai mené des campagnes de mesure dans des écoles. Je me suis rendu compte qu'avec un appareil de 1500 mètres cubes dans une salle de classe, on avait parfois du mal à atteindre un capteur, pas de particules, un capteur laser, situé à 6-7 mètres. L'impact n'apparaissait qu'au bout de 3 quarts d'heure, 1 heure, parce que les tables, parce que l'équipement, le mobilier qui était dans la salle de classe perturbait la circulation de l'air. Okay? Diapo suivante. Alors, je donne toujours le point de vue du Haut Conseil. Hein. Donc, il y a 3 niveaux de risque et des niveaux qui doivent être gérés de manière interdifférente. Donc, lorsqu'il y a un niveau 1, donc un risque très faible, existence d'une ventilation fonctionnelle et suffisante et des conditions d'aération satisfaisantes permettant à tout moment de mesurer le taux de CO2, quand on a un taux de CO2 suggéré de 800 ppm, les unités mobiles de filtration de l'air ne sont pas nécessaires, ce n'est pas la priorité. Si on en met, elles ne gênent pas, bien évidemment, hein, mais ce n'est pas la priorité. Et les priorités, c'est le niveau 2. Le niveau 2, existence d'une ventilation non fonctionnelle ou au débit d'air insuffisant et des conditions d'aération techniquement difficiles, avec difficulté à atteindre les seuils de concentration en CO2 recommandés. Hein? Donc, on va revoir la jauge. Si vous avez trop de monde dans un amphi avec une ventilation qui est insuffisante, peut-être gérer dans la salle de classe, dans l'amphi, dans le restaurant, réduire la jauge. C'est ce qui a été suggéré pendant très longtemps. Hein. Donc, envisager, améliorer le renouvellement d'air, mettre des systèmes d'insufflation d'air, changer les réglages, etc. Ensuite, mettre des unités mobiles de filtration de l'air et selon les conditions fixées par la vie, que je vous citais tout à l'heure, du 14 et du 21 mai 2021. Ensuite, il y a un niveau 3. Il n'y a pas de ventilation et il n'y a pas d'aération possible. La recommandation qui est très claire du Haut Conseil, ne pas recevoir de public dans ces espaces clos. Hein? Donc, quand vous avez une salle qui n'est pas ventilée, qui n'est pas aérée, et voir s'accumuler, voir du personnel, des personnes travailler dans ce genre de local, la réponse du Haut Conseil est très claire. Ne pas recevoir du public dans ces espaces clos. OK? Diapo suivante. Alors, le CO2 acceptable. Dans nos premiers avis, on avait fixé un seuil qui est un seuil qui devient un seuil international, allemand et États-Unis, de 800 ppm de CO2 dans le local, qui était la cible. Et
800 ppm de CO2 avec masque et 600 ppm sans masque. Dans une cantine scolaire, par exemple, dans un restaurant, le seuil de CO2 que nous souhaitons toujours, est de 600 ppm. C'est le seuil qui permet de réduire le risque, même si l'on sait que vous êtes à table face à quelqu'un qui est contaminé, eh bien, vous allez dans son cône de diffusion de ces gouttelettes aérosols. Okay. Donc, on a maintenant élargi un tout petit peu parce qu'on s'est rendu compte que les 800 ppm étaient parfois difficiles à atteindre et on a demandé à ce que ça soit la valeur moyenne sur la journée. Donc, on a tout à fait acceptable d'avoir des moments 1000, voire plus de 1000 ppm de CO2, mais si on arrive à avoir une qualité de l'air suffisante avec un niveau de CO2 autour des 800 ppm dans la journée. Donc, seules les ventilations mécaniques contrôlées associées à des capteurs de CO2 permettent d'atteindre en permanence un seuil de prélèvement fixé. Diapo suivante. Voilà. N'oubliez pas la fin. La réflexion autour de l'utilisation de purificateurs doit s'intégrer dans une démarche prospective d'amélioration globale de la qualité de l'air et dans les espaces intérieurs. Au niveau du Haut Conseil, nous rappelons que si vous voulez utiliser un purificateur d'air, il faut passer par des professionnels. Ça ne s'achète pas sur un catalogue. Maxence rappelait tout à l'heure un fournisseur de vente par correspondance de matériel. Il faut étudier, il faut parfois modéliser, il faut savoir ce qu'on en installe, il faut dimensionner et faites appel à des professionnels pour choisir. Professionnels qui peuvent être des sachants chez vous. Vous êtes un département, vous avez des sachants dans le département. Dans l'université, il y a des gens qui peuvent être des sachants. Hein. Donc, faites appel à des sachants, à des AMO, faites appel à des gens pour vous aider à choisir, à déterminer le matériel. Et si vous avez des budgets limités, allez tout de suite dans les endroits à risque, cantines, les endroits que vous ne maîtrisez pas la jauge et qui rencontrent des problèmes d'aération, de ventilation. Allez équiper ces endroits-là en priorité. Okay. Merci pour votre patience et à tout à l'heure. Peut-être. J'ai mis les messages. Mais on peut revenir dessus par la suite. Alors, déjà, ma présentation, je vais voir avec Maxence, vous l'aurez. Hein, OK. D'autre part, vous voulez mon avis, aucun problème. Je diffuserai, vous envoyez un petit mot, vous laissez un petit mot à Maxence et je vous donnerai mon email et puis il n'y a aucun problème pour m'appeler, hein, je suis joignable. Je vous donnerai le point de vue. Il y a mon point de vue personnel, hein, à la fois d'ancien industriel et d'universitaire et de membre du Haut Conseil. Je vous donnerai aussi le point de vue du Haut Conseil. OK ? Alors, je ne sais pas si ça me concerne moi, le radon. Hein. Ah oui, je pense que ça concernait encore ton exposé, Maxence. Hein. Je vais avoir pas le radon dans mon cas de figure. À ma connaissance, il n'y a pas de purification du radon, mais alors peut-être, je ne sais pas, Frédéric. Il n'y a pas de purification de radon. J'ai présidé le groupe de travail. J'ai présidé le groupe de travail radon, pareil pour le ministère de la Santé. Aujourd'hui, nous demandons l'optimisation de la ventilation. OK. Il n'y a pas de système radon. Hein, économiquement acceptable. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a. Hein, mais économiquement acceptable, il n'y en a pas. On passe à la suite. On te laisse la parole, voilà. Frédéric. On reviendra sur les questions peut-être après. Oui, okay. Je laisse Frédéric maintenant. Bonjour à tous. Alors, comme parfois j'ai des petites coupures, je me demande si c'est ma connexion qui est pas bonne ou si c'était une autre connexion. Donc, si jamais ma voix est coupée, dites-le moi et je couperai ma vidéo.
Je travaille donc pour Etera, qui est une société spécialisée dans la qualité de l'air. Et je suis moi-même biologiste et j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie pharmaceutique, fabriquer des médicaments biologiques dans des salles blanches où on faisait des produits qu'il fallait protéger du stérile, mais qui étaient très dangereux puisque c'était des virus pathogènes. Donc j'ai travaillé dans ces salles blanches les deux, avec ces deux propriétés. On va passer à la diapo suivante. Ce qui est bien, c'est que Maxence et Jean-Louis ont déjà dit des choses, donc je vais être plus court. Euh, J'avais été un peu provocateur, j'avais dit qu'il n'y avait pas une qualité de l'air, mais des qualités de l'air depuis le Covid. En tout cas, la qualité, on l'a vu, hein, c'est lié à la présence de polluants dans l'air, de polluants qui viennent de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Les sources extérieures sont quand même plus importantes dans l'absolu, mais à l'intérieur, comme le volume est limité, elles vont pouvoir se concentrer et donc elles vont finalement nous mener à avoir un air plus pollué. Les polluants, la pollution historique, hein, c'est la pollution qu'on avait avant le Covid, c'est celle qu'on connaît quand même le mieux. Ils sont nombreux, ils ont des sources qui sont nombreuses, je ne vais pas toutes les répéter, Maxence est venu là-dessus. Il y en a qui viennent de l'intérieur, il y en a qui viennent de l'extérieur. Je fais juste une petite parenthèse sur le radon. Le radon est un gaz relativement inerte, donc certes, il s'accroche à des particules et donc un purificateur à filtre va arrêter certaines de ces particules, enfin va arrêter la plupart des particules et donc une partie du radon, mais le reste du radon va continuer à être de manière volatile dans l'air et donc non, les purificateurs d'air ne sont pas une solution pour la contamination au radon, c'est la ventilation qu'il faut utiliser pour le radon. Et puis, depuis 2020, on a un nouveau polluant, essentiellement. Hein, c'est un virus, donc c'est une toute petite particule, submicron, qui existe de manière aéroportée. Elle peut être agrégée, plusieurs particules virales, agrégée à d'autres particules. Donc, finalement, ça ne sont pas que des micro-particules. On peut trouver du virus aussi sur des particules plus grosses. Et puis, contrairement à la pollution classique, il suffit d'être 15 minutes, même 15 secondes en face de quelqu'un qui vous postillonne à la figure et vous pouvez attraper ce polluant qui peut avoir un impact très important. Alors que tous les polluants chroniques, c'est au bout de plusieurs années que l'impact sur la santé va se mesurer. Donc on est dans une approche qui est complètement différente, mais vous verrez que finalement les moyens de traiter la qualité de l'air sont un peu les mêmes et ils sont basés sur trois piliers. Je vais demander la diapo suivante. Trois piliers classiques. Hein, quand on veut maîtriser la qualité de l'air intérieur, il y a trois façons de le faire. Le premier, c'est de réduire les sources de pollution. Le deuxième, c'est de ventiler, c'est-à-dire de renouveler l'air avec de l'air qu'on peut appeler frais, hein, mais donc qui vient d'ailleurs. Alors, il peut venir de l'extérieur ou de l'extérieur de la pièce. Et puis enfin, le troisième moyen, c'est de purifier l'air, c'est-à-dire de trouver un moyen d'éliminer les polluants sans pour autant renouveler l'air. La diapo suivante, on va voir comment ces trois piliers se déclinent hein, avec nos deux types de pollution. Alors le premier, réduire les sources. D'abord, il faut savoir quelles sont les sources. Et donc, il faut mesurer la qualité de l'air, chercher quels sont les polluants présents et ensuite voir si certains polluants sont présents de manière anormale, au-dessus de certaines valeurs guides. Et à ce moment-là, c'est sur ces polluants qu'on va chercher à travailler. Tous les environnements ne sont pas pollués de la même manière. Certains polluants sont plus présents dans des bureaux neufs ou dans certaines industries. Et il faudra trouver des moyens. La ventilation, elle est universelle, mais de purifier l'air de manière plus précise. Pour ce qui est du Covid, c'est différent. On a un peu de mal à mesurer le nombre de particules virales, en tout cas pas en temps réel. Hein. On peut faire des prélèvements d'air avec des recoveries. Ça a été fait dans un labo lyonnais là, il y a quelques mois. C'est une étude qui est très compliquée à mettre en œuvre. Et donc finalement, on n'a pas beaucoup de moyens de mesure. Et étant donné que le Covid est très lié à la présence humaine hein, et au risque qu'une des personnes soit contaminée, finalement, le dioxyde de carbone, qui est une émanation de la respiration humaine, le dioxyde de carbone est un bon marqueur, un bon indicateur de risque Covid,
Et donc, c'est pour ça qu'on entend parler beaucoup de capteurs de mesure de CO2, parce que c'est une évaluation du risque qui n'est pas en soi dangereuse, hein, mais qui est liée au risque Covid. Quand on veut limiter le CO2, ça revient un peu au même, hein, il va falloir limiter le nombre d'humains, donc on va mettre en place des jauges, euh, et, et, euh, et donc finalement, on va poser de la ventilation, et donc ce CO2 est un bon marqueur du risque. Ensuite, on a parlé de la ventilation. Donc, la ventilation, il en existe de deux types, hein. Soit c'est la ventilation mécanique, tout le monde connaît l'appellation VMC, hein, ventilation mécanique contrôlée, euh, qui est installée dans pas mal de bâtiments, hein. Elle est même imposée maintenant par des réglementations, et on doit assurer que 15 mètres cubes par heure sont renouvelés par personne dans la pièce. Pour vous donner une petite idée, dans une classe où il y a 30 élèves, il faut changer 450 mètres cubes par heure. Ça fait quand même un gros volume, ça peut faire du bruit, et puis ça a un impact sur la consommation énergétique. À l'opposé, il y a la ventilation dite naturelle, qu'on appelle l'aération, c'est l'ouverture des fenêtres, l'ouverture des portes. Quand on ouvre deux fenêtres diamétralement opposées dans une pièce, on a des renouvellements horaires qui sont énormes, et donc qui peuvent aussi être tout à fait adaptés lorsque la VMC n'est pas suffisante. L'intérêt de la ventilation, c'est qu'on va faire sortir les polluants, faire rentrer de l'air nouveau qui peut-être est pollué, peut-être est chaud ou froid, donc ça a des inconvénients. Le fait d'avoir une fenêtre ouverte, ça peut aussi générer du bruit, ce qui par endroit est pas souhaitable. Mais en tout cas, voilà, cette ventilation est le premier moyen de diluer les polluants. Et puis, quand elle n'est pas suffisante, quand elle est inexistante, hein, il y a quand même beaucoup de ventilation qui ne sont pas suffisantes ou qui ne marchent pas bien. À ce moment-là, on peut envisager de purifier l'air. Et purifier l'air, c'est éliminer ou au moins réduire la pollution, les polluants qui sont dedans. Et par contre, il faut veiller à ne pas créer d'autres polluants, puisque quand même pas mal de moyens techniques peuvent générer des polluants inattendus qui dépendent de ce qu'on va trouver dans l'air et donc qu'il faut pouvoir contrôler. La diapo suivante. Alors, comment est-ce que fonctionne un purificateur à filtre? Alors, bon, on va essayer de faire court hein, quand même. Je vais demander la diapo suivante. En fait, un filtre à particules, ça fonctionne avec un certain nombre de phénomènes physiques. Le premier, c'est le tamisage. C'est le plus évident pour nos petits cerveaux, hein. C'est quand je veux égoutter mes nouilles, je les mets dans un tamis, et les nouilles étant plus grosses que les trous du tamis, ben, elles restent dans le tamisage. Ça existe aussi dans les filtres, et ça marche surtout pour les grosses particules, puisque les petites particules, elles, vont passer entre les mailles du filet. Ensuite, on a un effet d'inertie ou d'impact. Une particule peut rentrer avec un libre et va s'arrêter et être retenue par une force qui est relativement faible, mais qui, quand on est au contact, quand les distances entre les forces sont assez faibles, eh ben, elle va permettre de retenir cette particule. Et cet effet d'inertie fait qu'on a beaucoup fabriqué des filtres avec des microfibres qui sont tassées les unes sur les autres et qui vont faciliter cet impact. La diapo suivante va montrer l'effet d'interception. Alors, l'effet d'interception, ça les petites particules légères vont être amenées à circuler entre des fibres et à un moment, elles vont être retenues, même si elles ne sont pas complètement impactées, mais elles vont être retenues par ces forces faibles de Van der Waals, ce qui fait que, encore une fois, les filtres à particules sont des non tissés, des microfibres non tissées qui retiennent. L'effet suivant. Coupe ta caméra peut-être parce qu'on commence à te perdre un peu. Fines, plus elles gigotent, elles ont ce qu'on appelle un mouvement brownien, et donc elles vont avoir une probabilité de rencontre de ces filtres supérieure, et donc la diffusion est un procédé qui est plus efficace sur les petites particules. Et enfin,
diapo suivante, on a un effet électrostatique. Beaucoup de particules sont chargées électrostatiquement et donc elles sont retenues par des forces qui sont plus fortes d'ailleurs que les forces de Van der Waals. Et ces forces électrostatiques sont d'autant plus puissantes que les particules sont petites et de poids réduit. Et donc cet effet électrostatique marche très bien sur les particules de petite taille et donc en particulier les particules virales. Le colmatage, qui en soi n'est pas une technique, mais le colmatage, on le constate, puisque finalement, nos fibres, elles vont arrêter toutes les particules qui passent au travers, ou en tout cas une grande partie, et elles vont contribuer à accentuer l'efficacité du filtre. Donc finalement, un filtre colmaté va être de plus en plus efficace. Oui, mais quand il est colmaté, on augmente aussi sa perte de charge. On va voir un petit peu plus loin que la perte de charge, finalement, ça ralentit le flux d'air. Et si on ralentit le flux d'air, eh ben, on ralentit l'air purifié qui va sortir du purificateur. On ralentit le débit. Et donc, finalement, c'est contre-productif. La diapositive suivante va nous montrer que ces effets, je vais vous décrire très rapidement, je m'en excuse, on n'a pas beaucoup de temps, et ces effets vont se cumuler. Alors, on voit sur la droite l'effet d'interception et l'effet d'inertie dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je disais c'est plutôt un effet qui favorise le blocage des grosses particules. On voit finalement que dès qu'on va dépasser quelques microns, on va être à une efficacité vraiment très très forte, alors que l'effet de diffusion ou l'effet électrostatique, eux, sont deux effets qui sont très efficace sur les petites particules. Et si on consolide tous ces effets, on voit sur la courbe effet global qu'il y a une taille de particules où finalement, c'est là qu'on est le moins efficace. Et ce point s'appelle le MPPS. Alors le MPPS, c'est le Most Penetrating Particle Size. C'est la taille de particules qui est le moins retenue par un filtre. Alors, rassurez-vous, il est quand même bien retenu. On va passer à la diapo suivante. En jaune, on voit finalement la courbe d'efficacité d'un filtre avec au centre le MPPS qui est pour les filtres particulaires souvent autour de 0,3 à 0,25 microns. Et les classifications de filtres vont nous dire, voilà, un filtre, pour qu'il soit EPA H13, il faut qu'il arrête 99,95 ou 97 à son MPPS. Ça veut dire qu'il est à plus que ça pour toutes les autres tailles. Et donc, quand vous voyez la répartition des tailles des différentes particules qu'on peut trouver, vous vous dites, ouais, ben finalement, 99,95% d'au moins toutes ces particules, c'est bien. Et d'ailleurs, on peut se dire, dans le cas du Covid, comme le Covid est une toute petite particule, on est bien au-dessus de cette valeur qui est déjà élevée. Oui, mais attention, j'ai dit tout à l'heure, le virus, il existe isolé, et dans ce cas-là, il a une taille toute petite, mais il peut être aussi accroché à des particules plus grosses, et à ce moment-là, il peut être entraîné, et donc, il peut se trouver dans le fameux MPPS, qui est le point faible du filtre. Je répète, ce point faible, c'est pas d'une grande faiblesse quand on parle de ces taux d'efficacité. La diapo suivante va nous montrer donc ces fameux rendements. Alors, on va pas s'étendre, je voudrais juste que vous reteniez qu'un filtre H13, c'est un filtre donc HEPA, High Efficiency Particle Air, ça va relâcher 0,05% des particules qui rentrent dedans au MPPS, c'est-à-dire à la taille la plus défavorable. Donc, ça veut dire qu'un filtre H13, ça laisse quasiment rien passer. Oui, mais le filtre, c'est un des éléments d'efficacité du purificateur, ça n'est pas le seul. Sur la diapo suivante, il y a une petite illustration. Alors, j'ai pas choisi ça pour faire joli sur ma diapo, mais on a tous, quand on était gamin, mis des cailloux dans une petite rivière et on a tous constaté que quand on mettait des cailloux à l'endroit où l'eau passait, finalement, l'eau était bloquée, elle était ralentie parce qu'il y avait de la résistance et finalement, l'eau passait par d'autres endroits
Et on se souvient tous que l'eau passe là où c'est le plus facile. L'air, c'est pareil. Et donc, finalement, plus vous mettez un filtre efficace, plus l'air va vouloir passer par les fuites. Il faut savoir qu'un filtre, c'est placé dans un purificateur, dans les centrales de traitement d'air de l'industrie pharma ou des blocs opératoires. Les filtres sont serrés contre ce qu'on appelle le plan de joint pour que les fuites soient minimales et que l'air passe exclusivement au travers du filtre. Vous vous doutez bien que si vous avez 10% de fuite, alors c'est 10% des polluants qui vont passer, alors que votre filtre, lui, il laissait passer 0,05. Donc on voit bien que finalement, la qualité du filtre, c'est super important, mais le taux de fuite, c'est beaucoup plus important dans la vraie vie. Et si jamais vous bloquez toutes les fuites et que vous, derrière, vous avez un ventilateur qui n'est pas assez puissant pour traverser le filtre, vous allez casser le débit du filtre et finalement, vous allez très peu purifier l'air d'une pièce. Dernier point, si jamais vous mettez un purificateur dans un coin qui aspire un tout petit peu l'air de ce coin et qui le recrache dans ce coin, vous vous doutez bien qu'à l'opposé de la pièce, les particules virales qui sont comme ça en suspension, elles sont pas prêtes de passer au travers du filtre. Et donc, cette pollution va rester là pendant des heures, voire des jours. Et donc, finalement, l'efficacité d'un purificateur, c'est l'efficacité de son média, donc la qualité du filtre est fondamentale, mais aussi le design de l'épurateur qui va assurer la faible fuite d'un purificateur, et enfin l'aérolique de ce purificateur et donc son implantation, voire la répartition de ses flux. Et tout ça, c'est plus ou moins bien géré dans le test dont parlait Maxence tout à l'heure, qui s'appelle le CADR, le Clean Air Discount Rate, sur la slide suivante. Et ce CADR, il est mesuré dans des salles standardisées que vous voyez sur cette illustration. Donc, ce sont des salles dans lesquelles on essaie d'utiliser des matériaux avec peu d'émissions, bien sûr, aussi peu d'absorbance, parce que sinon la pollution est absorbée par les parois. Elles font 30 mètres cubes. On peut générer une pollution, bien sûr, particulière, mais aussi moléculaire. Et on va mesurer la pollution, qui normalement est à peu près stable tant que le purificateur n'est pas en route. Et puis, on mesure la décroissance de pollution dès qu'on met le purificateur en route. Et là, on va mesurer la vraie efficacité d'un purificateur. Et c'est sur la base de ce test que la FIMEA met au point son protocole. Et donc, c'est un test qui est vraiment fondamental parce que le simple grade du filtre ne suffit pas à garantir une bonne filtration dans une pièce. Sur la diapo suivante, je vais rapidement vous dire qu'il n'y a pas que les particules, on l'a vu tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de molécules qui sont toxiques. On a parlé des composés organiques volatiles, dont le formaldéhyde, qui est le plus petit, le plus toxique, mais aussi le plus volatile. Il existe pour ça des filtrations. Je ne vais pas refaire un cours sur la filtration moléculaire. Il faut retenir que la plupart des médias filtrants, moi je m'en tiens au filtre aujourd'hui, sont des sortes d'éponges qui retiennent, avec des affinités chimiques, qui retiennent les polluants de l'air dans leurs structures, qui sont souvent des structures, les charbons actifs sont des structures avec des grandes surfaces actives, et qui vont retenir ces polluants, et qui, bien sûr, faut renouveler, il faut changer de temps en temps. Sur la diapo suivante, je vous montre juste que la plupart des purificateurs sont en fait un échelonnage de filtres. Il y a des filtres, des pré-filtres, qui servent juste à ne pas user trop les autres filtres. Des filtres à particules qui vont arrêter les particules dans les virus, et puis aussi des filtres moléculaires. Parfois, ces filtres sont combinés. On voit sur la droite ce qu'on appelle des sandwichs charbon actif, filtre EPA, qui ont une efficacité réelle quand ils sont bien conçus, et donc ça peut être envisagé. Et puis pour terminer cette intervention, je voudrais parler donc de situations un petit peu plus consolidées, et donc on a fait avec la société Octopus plusieurs études de simulation numérique. Donc c'est du calcul, c'est pas de la vraie vie, mais on a pu vérifier ça dans des situations. Donc en fait là, l'étude qui a été faite il y a peu de temps et qu'on est sur le point de terminer,
met en jeu une salle de classe, 60 mètres carrés, donc à peu près 180 mètres cubes, dans laquelle on va mettre 30 élèves, un enseignant. On va dire que une des personnes, un élève, est potentiellement contaminé, et on va mesurer la probabilité pour les autres d'attraper la charge virale qui sera libérée par cet élève contaminé. On est dans une situation où on a une VMC conforme, c'est-à-dire qu'elle délivre 15 mètres cubes heure par personne, c'est-à-dire 450 mètres cubes d'air neuf à porter chaque heure. C'est beaucoup, hein. Je peux vous dire que moi, je connais certaines écoles dans lesquelles ces débits-là étaient très bruyants, parce que voilà, les débits d'air étant importants, c'est bruyant. Et donc, c'est pas le cas le plus fréquent, malheureusement. Et on a essayé de voir quel est l'effet de plusieurs mesures, le port du masque, bien sûr, hein, puisqu'il est obligatoire, on essaie de vérifier son efficacité, l'aération, l'ouverture des fenêtres, mais aussi la purification. Et on voit donc quelles sont les hypothèses sur ces différents schémas. Donc, ça a été dit tout à l'heure, hein, le virus, il existe sous forme de micro-gouttelettes. Les plus grosses gouttelettes ne vont pas aller loin. Elles sont essentiellement arrêtées par des barrières physiques. On parlait des plaques plexiglas tout à l'heure, les masques, bien sûr. Les masques servent essentiellement à arrêter les postillons, puisque l'air, lui, il fuit par les côtés du masque, et donc le rendement d'un masque est bien moindre sur les aéroportés que sur les postillons. Et puis, bien sûr, cet air, il se diffuse et il se transmet, y compris à des élèves qui sont à l'autre bout de la classe. Donc, sur la diapo suivante, on montre sur le petit schéma du haut la configuration de la classe, qui est le petit bout coloré là, avec dans une des 3 cases rouges l'élève contaminé. Donc, dans cette zone-là, au bout d'une demi-journée, vous avez un risque d'attraper le Covid qui est élevé. Et même dans les 2 blocs adjacents, ce risque est assez élevé. Et plus on s'éloigne de la personne contaminée, plus ce risque diminue. Mais il reste quand même assez faible. Le cas suivant, donc là on a toujours notre ventilation, 450 mètres cubes. Le cas suivant, on met le masque et on voit que on réduit fortement le risque. Il me semble de tête que c'était 80% de réduction du risque de transmission selon la zone dans laquelle on se trouve. Alors que si jamais, sans le port du masque, si jamais on se contente d'une aération de 15 minutes toutes les heures ou d'une aération à chaque fois que le CO2 dépasse 800 ppm, eh ben, le risque ne diminue pas tant que ça. Ça tend à montrer que, bon, d'abord, le port du masque reste un des moyens les plus efficaces, mais aussi que l'aération, pendant un temps limité, n'est pas assez efficace. Je suis désolé, j'entends une perceuse à côté de mon bureau. La diapo suivante va nous montrer l'efficacité des purificateurs. Alors, on a toujours notre cas standard en haut, et on voit que si on met un purificateur au centre de la pièce, et que le débit de ce purificateur représente 2 volumes de la pièce en 1 heure, eh ben, on va avoir une petite réduction. Si on passe à 4 volumes par heure, on a une meilleure réduction du risque. Et enfin, si on passe à 6 volumes heure, on a encore une meilleure. On voit donc on diminue de 40, 60, puis 70%. On voit finalement que plus on souffle, moins on réduit le risque. C'est normal, c'est asymptotique, comme on dit. Si on a un risque de 100 et qu'on met un débit, on va diviser par 2 le risque, puis par 2, puis par 2. Et donc finalement, l'absolu diminue moins, mais on divise toujours par 2 le risque. Donc la purification est un moyen efficace de diminuer le risque, mais c'est quand même pas formidable. Alors on a essayé de chercher d'autres moyens, et sur la diapo suivante, on va voir le positionnement du purificateur, et on va voir que quand on met le purificateur pile poil en dessous de la bouche de ventilation, eh ben, il fait pas grand-chose, parce que finalement, il brasse la partie propre, et donc le filtre n'absorbe que de l'air propre, et donc il n'absorbe pas de particules portant le virus, et donc il réduit pas le risque.
sur le schéma du milieu, il est de l'autre côté. Bon, c'est pas bien meilleur. Je trouve ça surprenant parce que ça aurait quand même dû enlever un peu. Mais c'est aussi lié au fait que finalement, le purificateur dans un angle va attirer l'air sale, donc l'air pollué, va le transmettre à plein de gens qui sont autour, puis le recracher. Donc on voit que l'aérolique à ce moment-là n'est pas très optimisé. Et enfin, à gauche, si on se met au milieu, eh ben, on a à ce moment-là une meilleure efficacité. Bon, alors on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas encore moyen de faire un petit peu mieux? Et c'est sur la diapo suivante. Cette fois-ci, on recompare le cas standard, le scénario du purificateur qui est placé au milieu d'un côté, au milieu d'un mur, on va dire, de la pièce. Et puis, on a dit, bah, tiens, si le même volume était distribué par 3 purificateurs qui ont un débit exactement égal au tiers, eh ben, à ce moment-là, on l'améliore. Et ça tend à dire finalement que il vaut mieux avoir plusieurs points de ce qu'on appelle reprise d'air, soufflage d'air propre, qu'un gros point. Ben, ça limite les brassages des zones contaminées vers les zones non contaminées. Et donc, ça contribue finalement à ne pas transmettre de virus d'une personne à l'autre. Bon, tout ça pour dire, je pourrais en parler pendant 1 heure de cette étude, et j'espère que Maxence et moi, on aura l'occasion d'en reparler. Ce qu'il faut conclure de cette étude, en tout cas, c'est que les mesures barrières, les jauges, le port du masque, la distanciation, restent des mesures vraiment très efficaces, comme ça a été dit d'ailleurs par Jean-Louis Roubaty tout à l'heure, que la ventilation a un effet positif, mais qu'il peut être limité selon le débit de la ventilation, selon la position des fenêtres qui vont être ouvertes, etc. Et puis, ça génère aussi quelques nuisances de chaud, de froid, de pollution de l'air extérieur. Et enfin, la purification de l'air apporte un bénéfice également, mais pas toujours. Et il faut vraiment être prudent. Et pour reprendre l'expression de Jean-Louis Roubaty, il faut s'adresser aux sachants, c'est-à-dire que normalement, un revendeur de purificateurs, si on n'est pas le fabricant, il connaît bien ses équipements et il doit vous conseiller sur la configuration des purificateurs à mettre dans la pièce, où est-ce qu'il faut les mettre, combien il faut en mettre, quel débit, quel positionnement, parce qu'un purificateur n'est pas un outil miracle. Il peut avoir de belles promesses sur le papier et ne pas donner ses rendements. Donc, suivez les conseils des professionnels. Merci de votre attention. Merci, Merci. Je vais vous laisser la parole pour des questions. Il y a plein de questions qui sont passées pendant les présentations. J'ai essayé d'y répondre. Oui. Dans le compte démarre, je peux peut-être en rebalayer certaines. Il y en avait une à laquelle j'ai pas répondu parce qu'elle s'adressait à Jean-Louis Roubaty. Je vais essayer de la retrouver. Est-ce que les recommandations du HCSP vont évoluer en termes de technologie de purification d'air? Et il y avait une deuxième question sur plus. Oui, je vais prendre. Il y a plusieurs questions qui touchent autour des alternatives à la filtration. Okay, il y a eu, il y a quelques années, une étude de l'ANSES sur les techniques dites alternatives. Okay, donc, il y a la filtration en filtré page 13 ou H14 est connue. Okay, il y a l'UVC. Il y avait ce que tu disais tout à l'heure, Maxence, la photocatalyse, etc. Hein. Donc, il y a plusieurs technologies. Alors, le Haut Conseil a mis de côté toutes les techniques qui pouvaient générer des sous-produits. Hein. Parce que d'un côté, on se focalise, dans d'autres avis et dans d'autres études, on se focalise par exemple sur le formaldéhyde. Si le procédé d'épuration conduit à la production de sous-produits à problème, okay, on n'a pas gagné grand-chose. Donc, au jour d'aujourd'hui, dans nos documents,
on dit le technique pour le SARS-CoV-2 dominant, la technique principale, c'est EPA, okay, ou équivalent. On peut associer à la technique EPA toute technologie qui peut pouvoir, le cas échéant, bonifier la filtration, apporter un plus. Ce que disait à l'instant Frédéric, c'est qu'on ne peut pas associer EPA, charbon actif, aucun problème. Associer EPA avec de l'UVC qui va nettoyer, qui va contribuer à nettoyer le filtre EPA, aucun problème. Ce que le Haut Conseil dit, non, l'EPA n'est pas un complément à l'UVC, c'est l'UVC qui peut être, le cas échéant, un complément. Donc, l'approche, le moyen d'éliminer le virus, c'est la filtration. Si des techniques supplémentaires sont rajoutées, OK, traiter à la fois les composés organiques volatiles en mettant du charbon, aucun problème, OK, il n'y a aucun problème, c'est pas interdit. Hein. Ce qu'on veut éviter, c'est voir associés aux appareils de filtration, voir apparaître des problèmes qui n'ont pas été prévus parce qu'on aura fabriqué des composés qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît comme étant dangereux. Hein. Voilà. Donc, ça, je parle, c'est des appareils qui fonctionnent quand le personnel est là. Rien n'empêche d'avoir dans une salle de classe ou dans une chambre d'hôpital, quand le malade sort, d'avoir de l'UVC dans la pièce, d'avoir des robots qui se baladent dans la pièce. Vous avez tous vu des images à la télévision, des robots capables de traiter des lieux quand il n'y a personne et capables de désinfecter ce lieu. Rien n'empêche d'avoir dans un EHPAD une salle de bain, quand vous quittez, quand vous fermez la porte et une lampe UV qui s'allume et qui s'éteint quand les personnes rentrent. Okay, on ne veut pas voir apparaître, donc d'autres techniques peuvent être utilisées. Mais au jour d'aujourd'hui, et la position française, elle est la même, à peu de choses près, que la position allemande, que la position américaine, c'est pour lutter contre le SARS-CoV, filtrons. Okay, filtrons, le cas échéant, avec 2 filtres, une préfiltration et un filtre, ça oui. Associons l'EPA à du charbon, oui, il n'y a aucun problème. Okay, mais ce qui est compliqué, c'est qu'on a des durées de vie, par exemple, prenez le charbon actif et l'EPA, on aura des durées de vie des éléments filtrants, charbon et EPA, qui peuvent être différents. Donc, quand on commence à mélanger tout en un, avec une couche de charbon et une couche de filtre, je ne sais pas quel est le premier qui va lâcher. OK? Voilà. Qu'est-ce que je vois? N'hésitez pas. Je vois Nat, un mini purificateur EPA ne marchera pas non plus. Oui. Alors, c'est pour ça que nous avons demandé, et Frédéric l'a rappelé, c'est que, lorsque l'étude a été menée, les tout petits débits d'air filtrés, les 2 volumeurs, ou voire moins, que l'on a avec certains appareils, parfois, il y a une région en France qui s'est équipée très rapidement avec des unités de filtration toutes petites, l'efficacité dans la vraie vie est très faible. Okay, au centre des élèves pendant un cours. Alors, Frédéric, comme toi, vous avez posé des purifs dans des écoles, ouais. notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, tu peux en parler peut-être. Alors, en Auvergne-Rhône-Alpes, les purificateurs ont été installés essentiellement dans les réfectoires. Et donc, dans les réfectoires, ils sont en vitesse maximale, ça ne gêne personne parce que le réfectoire est un endroit bruyant. On a aussi installé beaucoup de purifs dans des restaurants et on les met en débit max parce que on ne fait pas attention à ce bruit, il est couvert par le brouhaha. Moi, dans ma salle de réunion, il y a des purifs et j'en ai mis plus que le débit nominal pour pouvoir les laisser fonctionner à un débit relativement faible et finalement ne pas avoir le bruit. Parce que les purificateurs, même ceux qu'on vend, qui sont pourtant, j'en pense beaucoup bien, mais voilà, à vitesse max,
Moi, ça m'insupporte d'avoir ce truc-là. Donc, effectivement, si vous considérez le débit maximal comme étant comment dire, l'efficacité, alors il faut vous attendre à avoir du bruit. La plupart des purificateurs à vitesse maximale sont bruyants. Donc, prévoyez d'avoir un débit un petit peu supérieur pour pouvoir les utiliser à une vitesse correcte. Oui, et puis ne pas oublier que le débit d'air à travers un filtre HEPA influe sur, va affecter ses performances. Okay, donc, il faut que le filtre soit dimensionné pour avoir une vitesse transversale qui soit celle qui est prévue par le fabricant de filtre. Et en général, lorsqu'on est dans les specs des fabricants de filtres, on a des vitesses modérées et on a un bruit émergent qui peut rester relativement bas. Okay, ce qu'on trouve dans le commerce, parfois, je parlais tout à l'heure d'Amazon, on trouve des filtres HEPA qui sont le ventilateur et pousse trop fort pour la taille du filtre et on a un bruit d'enfer. Hein. Okay, il y a une question. Une question. Matin à 222 nanomètres. Alors, 222, je ne sais pas ce que ça. Quelle lampe fait ça. Moi, de ce que j'en connais, j'ai utilisé des lampes UV à d'autres moments de ma carrière. À 182 nanos, on fait beaucoup d'ozone. À 254, il y a pas d'ozone qui est généré et donc on peut se servir de l'UVC comme désinfection. On a travaillé avec des fabricants de purificateurs qui faisaient de l'UVC pour désactiver le virus sur le filtre. Mais donc, il y avait un filtre HEPA et on irradiait uniquement le filtre HEPA pour être sûr que le virus soit désactivé à cet endroit-là, pour que le manipulateur, l'opérateur, quand il va devoir changer son filtre au bout de X semaines, il ne se retrouve pas, lui, contaminé parce que en fait, il remplace un média filtrant qui est rempli de copies ARN de virus plus ou moins vivantes. Voilà. Après, sont les usages, l'UVC peut être un usage, peut-être pas juste Covid, mais peut-être pour d'autres choses. Et à 222, j'ai aucune idée de. Oui, on voit apparaître des choses autour de 222 nanos. On voit apparaître à la fois l'UV pulsé, la lumière pulsée, donc lampe xénon, etc., comme moyen de désinfection, ce qui est actuellement utilisé pour la désinfection dans l'agroalimentaire, la désinfection des corps creux. Quand vous fabriquez des bouteilles pour l'eau minérale, ou vous fournissez des bouchons pour éviter que le minéral ou l'eau de source soit contaminée, certains fabricants tirent à travers le plastique avec des lampes xénon et désinfectent comme ça les surfaces et désinfectent l'atmosphère. Donc on voit, il y a à la fois la compétition entre le xénon, lumière pulsée. Donc on peut avoir du 280, 200, 300, 254 et on voit apparaître actuellement des choses autour des 220 nanos, comme on parle, c'est ce que citait Laurent Kuchler là. Oui, ça commence à apparaître. C'est quand même enfin, j'ai pas cherché à savoir ce que ça produisait à 222, mais il y a quand même c'est quand même une longueur d'onde hyper énergétique. On va casser beaucoup de molécules de COV. Quand on casse des COV, voilà, on va produire des radicaux. Les radicaux, ils vont se recombiner. S'il y a des radicaux hydroxyles, voilà, les conséquences. On va commencer à créer des aldéhydes plus ou moins grands, du formaldéhyde, de l'acétaldéhyde, du nonanal, etc. Voilà. Et donc, il faut quand même se méfier de. Ça fait pas d'ozone. Certes, ça fait pas d'ozone. Il faut se méfier parce qu'on commence à flirter avec la zone de production d'ozone, hein, qui est à moins de 200. Oui, et puis on peut produire des une chimie associée à l'UV qui commence à être importante. Hein. Ouais. On peut le tester. On pourrait le tester chez nous. On a un modèle de photolyse avec 150 réactions de photolyse de COV et d'inorganique. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a exactement à 222, mais on a l'info, quoi, si on la cherche. Oui, non, mon ancien, quand j'étais dans le privé, mon ancien labo allemand à Düsseldorf travaille là-dessus.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, Non. je regarde. Bon, du coup, je vais boucler à peu près ça. S'il n'y a pas d'autres questions n'arrivent pas, d'ici 2 mois, on fera un prochain bol d'air. On va essayer de poursuivre le même thème, quelles mesures pour quels besoins de qualité d'air intérieur, peut-être axer ça plus sur la partie métrologie ou quelque chose comme ça. On devait faire de la métrologie, puis finalement le thème s'est quand même construit sur les purificateurs, donc on a peut-être un peu fait ça dans le désordre, de purifier avant de mesurer, mais bon, peu importe, on raccrochera les wagons comme ça. Oui. Si vous avez des infos sur Fimea, vous pouvez me contacter. Vous pouvez contacter aussi Flora Mallet, qui s'occupe de toute la partie com, adhésion, etc. de Fimea. Voilà. Et si vous avez d'autres questions, vous voulez les slides, etc., vous nous envoyez un mail. Ou si vous voulez les coordonnées des intervenants, je pourrais vous les transmettre si elles sont pas directement sur les slides. Voilà. Il y a une question. Y a-t-il un avis du HCSP concernant l'adéquation entre les débits de ventilation définis dans le RSDT et l'objectif de 800 ppm? C'est pour vous, Jean-Louis. Est-ce que le RSDT permet d'atteindre 800 ppm? Ou est-ce que c'est... Le RSDT qui date d'il y a maintenant plus de 20 ans, hein, avait fixé à l'époque un seuil de 1000 et un seuil de 1300, selon qu'il y avait... je renvoie à RSDT, mais avait fixé un seuil de 1000 ou un seuil de 1300. Je pense que la question, c'est de savoir si on applique exactement le débit recommandé par le RSDT, ce qui serait déjà un miracle hein, si on le faisait dans tous les bâtiments. Oui, alors. Quelle concentration on atteindrait? 800 ou 1000 déjà? Non, on n'arrive pas. Toujours pareil, la quantité de CO2 émise. La quantité de CO2 émise dépend de l'effort physique qu'on fait dans le local. Okay, les Suisses. Oui, mais on l'a quand même défini. Par le calcul, on arrive à. Ça applique le RSDT. Sans effort particulier, on arrive à 1300-1400 ppm de CO2. Okay, d'accord, ok. Avec la jauge. Avec la jauge. Le RSDT avec la jauge qui est prévue. Du nombre d'occupants prévus au moment où on conçoit le bâtiment. Donc on dit ce sera une salle de classe, il y aura 30 élèves, donc on fait 30 fois X volumeur par 30 élèves, on a 20, 22, 25 mètres cubes selon. Je vous renvoie aux diverses rubriques du RSDT. Hein, une chose qu'on aborde peu, mais comme je suis beaucoup à l'international et beaucoup tourné vers l'Asie, vers la Corée et le Japon, j'y vais régulièrement, le rôle des cloisons. Je le dis au bureau d'études et aux fabricants qui pourraient être dans la réunion, prévoyez, cloisonner les bureaux, les open space, cloisonner les salles de classe. Quand vous regardez les images que l'on reçoit des écoles coréennes, des écoles japonaises, des écoles taïwanaises, vous avez autour de l'élève des cloisons, trois directions, hein, et mine de rien, les mouvements d'air, l'un des problèmes, ce sont les mouvements d'air horizontaux. C'est un élève qui est assis, qui contamine son voisin. Et c'est comment casser ces mouvements d'air horizontaux. Et la cloison joue un rôle important. Et je vous renvoie, et je pourrais vous fournir, pour ceux que ça intéresse, la dernière conférence de professeur Keller et des travaux qu'il a menés en Allemagne Keller est professeur à l'université de l'armée allemande à Munich, Bundesuniversität. Et les problèmes de pollution de l'air, de risques chimiques, de risques d'aérosol, etc., relèvent en partie en Allemagne de l'université de l'équipe de Keller. Il a mené dans des salles de classe, il a étudié les écrans et voir quel rôle pouvaient jouer les écrans avec de la ventilation naturelle, avec le cas échéant des filtres, la filtration. Okay, et les écrans jouent un rôle majeur. Ce qui explique que des Länder comme la Bavière, comme il est à Munich,
il a influencé pas mal la Bavière. Et la Bavière adopte, pour l'Europe, adopte aussi des écrans. Ça permet de faire que les mouvements d'air deviennent verticaux. Et comme quand vous avez de la ventilation mécanique, vous avez souvent des entrées d'air et des départs d'air au point bas, point haut. Et les écrans vont favoriser autour d'un éventuel super spreader, un éventuel producteur de gouttelettes, vont favoriser le mouvement vertical. À la fois, vous avez l'air chaud, le fait de cloisonner, vous canalisez l'air chaud que vous expirez, et cet air chaud va monter avec les cloisons. C'est pas la peine d'avoir des cloisons très hautes, c'est juste déclencher le mouvement vertical. Donc, il y a quelques écoles en France s'équipent comme ça, et il y a des travaux à faire. Là, je me tourne vers toi, Maxence. Beaucoup de choses à faire autour du rôle des cloisons comme moyen complémentaire à la filtration, moyen complémentaire à l'aération pour réduire le risque, le risque Covid. Mais quand je parle de risque Covid, ça peut être le risque bronchiolite, ça peut être n'importe quelle maladie avec une contamination, liée à une contamination aérienne. Okay, ouais, Frédéric confirmera peut-être, mais il me semble qu'on a fait une étude comme ça avec la présence d'écran dans un bureau, et on a comparé la présence d'écran avec sans purif, etc., mais avec sans masque. On a déjà fait des tests comme ça. Oui. Voilà. On avait montré effectivement. J'ai à votre disposition à tout le monde. Si on regroupe un peu les demandes, je peux vous mettre à disposition 2 exposés. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, un gros colloque à Lyon, à l'École centrale de Lyon. L'équipe de Gorski, qui est un des grands laboratoires dans le domaine de l'aérolique dans le monde. Okay, et il y a l'exposé de Leuse, professeur Leuse, qui est aux Pays-Bas, et l'exposé de Keller. Et vous trouverez toutes les informations. Des études, il y en a eu des tas. Hein, et franchement, Leuse a travaillé sur le rôle de l'aération et le rôle de la filtration sur la stratification et la déstratification de l'air dans une pièce. Hein, c'est-à-dire pas aller trop haut non plus dans la filtration, dans le débit d'air. Hein. On parle de 6, c'est pas mal. 7, ça va. 8 aussi. Après, au-delà, des problèmes peuvent apparaître. Okay, donc, j'ai à votre disposition les exposés. Donc, vous avez deux fichiers, deux gros fichiers MP4 que je peux envoyer ou passer par toi, Maxence, pour que tu les diffuses. Ok ? Ouais, ça marche. Je récolterai les demandes et je ferai un drive s'il y a des demandes. Et puis, on mettra utilisera WeTransfer ou un logiciel de transfert de gros fichiers. Okay ? Absolument. Bon, du coup, on va conclure. N'hésitez pas à revenir vers nous. On mettra ça en ligne quand on aura un petit peu de temps pour le monter proprement. Et du coup, merci aux intervenants. Merci à vous d'être venus aussi écouter ça. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Bonne journée, au revoir. Merci à tous. Merci Jean-Louis, merci Frédéric.